Je suis Estelle Hubé-Laurent, consultante formation chez Octo Academy, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui autour de la thématique qui porte sur la donnée. Comment la donnée influence notre prise de décision, comment il faut la prendre en compte tant du point de vue de la qualité que de son analyse. C'est ce que Selima Masmoudi et Nidal Safta vont vous présenter en faisant un focus sur la data literacy et en vous partageant leurs trucs et astuces. Pour vous donner quelques éléments en termes d'organisation, je vous invite à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure qu'elles arrivent pour que Selima, Nidal et moi puissions y répondre d'ici une grosse demi-heure. À la fin de ce webinaire, nous vous communiquerons un questionnaire de satisfaction, ce qui nous permettra de recueillir vos feedbacks qui nous permettront d'améliorer les prochains webinaires. Et bien évidemment, vous recevrez le replay de ce dernier. Sans plus attendre, je laisse la parole à Selima et à Nidal et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Estelle. Je me présente, je m'appelle Nidal Safta. Je suis manager chez Octo Technologies et responsable d'une équipe d'experts passionnés sur la data visualisation. Bonjour à tous, c'est Selima Masmoudi. Je suis manager chez Octo Technologies et je lead également une équipe de passionnés et d'experts en data management. Et nous intervenons chez des clients pour le cadrage, la stratégie et le déploiement de solutions de gouvernance de données, de data quality et de master data management, donc la gestion des référentiels. Aujourd'hui, on est très content de vous accueillir pour vous partager, discuter d'un sujet qui nous tient à cœur et qui rapproche nos deux expertises, qui est non seulement la data, mais surtout l'acculturation et la démocratisation de la donnée dans l'entreprise, qui fait travailler la visualisation de la donnée et la gouvernance de données, entre autres. Et aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur ces éléments-là pour être sûr de partager avec vous nos recettes pour l'initialisation et l'amélioration de la culture et la démocratisation des données dans l'entreprise. Merci Selima. Donc, avant de commencer, je vous propose une petite question. Chacun de nous, chaque matin, il ouvre son téléphone, il regarde son application météo et un des chiffres qu'il regarde en premier, c'est le pourcentage de précipitation possible. Donc, ma question pour commencer ce live, est-ce que si on voit le chiffre 55, est-ce que cela veut dire qu'il va pleuvoir 55% du temps ou il va pleuvoir dans 55% de la région concernée? Donc, je vous invite à écrire vos réponses dans le chat. Vous avez 30 secondes pour vous prononcer. Le chat, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Zoom, c'est en bas, en fait, il y a une petite icône discussion à côté de participants, en bas au milieu. Donc, vous pouvez cliquer et répondre. Je vois la réponse d'Annie, Stéphanie, Romain. Yes. Ni l'un ni l'autre. Encore 10 secondes. Je peux faire le son de roulement de tambour si vous voulez. Super, très bien. Donc oui, si c'est ni l'un ni l'autre, finalement, ce pourcentage-là est un calcul, en fait. Ça résulte de deux indicateurs. C'est la confiance que mettent les météorologues pour que ça pleuve dans une région, multiplié par le pourcentage de surface, de superficie de cette région où il va pleuvoir. Donc 55% peut avoir deux significations. C'est soit 100% de confiance qu'il va pleuvoir dans 55% de la région ou 69% de confiance qu'il va pleuvoir dans les 4/5e de la région. Donc, ce qu'on constate de cet exemple, c'est qu'un seul chiffre, plusieurs interprétations. Ça, on parle d'un seul chiffre assez simple. Donc, dans l'entreprise, nous avons plein de chiffres, plein de plus ou moins complexes. Donc, il est vraiment primordial de mieux comprendre et de s'armer avec les outils qui vont nous permettre de bien interpréter ces chiffres-là. D'où l'objectif de ce talk, de vous donner un overview de ces outils. S'il y a 3 takeaways aujourd'hui qu'on souhaite vous proposer avec Selima,
c'est les suivants. Quelles sont les activités à prévoir pour améliorer et à mettre en place, initialiser une démocratisation des données dans vos entreprises? Quelle est l'importance et le rôle de la data literacy dans cette démocratisation et comment devenir data literate? Donc, pour commencer, ce que je vous propose, en fait, c'est d'entamer le sujet, le challenge de la data dans l'entreprise et commencer par une définition de la data literacy qui sera notre ligne directrice tout au long de ce webinaire. Il y a plusieurs définitions de la data literacy. Nous avons choisi de vous partager celle du Gartner qu'on juge pertinente et répond au contexte et à notre compréhension de la data literacy. Donc, le Gartner définit la data literacy comme la capacité à lire, à écrire et à communiquer les données dans leur contexte. Il faut comprendre leurs sources, la structuration de comment sont construites les données, les méthodes d'analyse et éviter les biais d'interprétation de ces données-là et appliquer dans des cas d'usage métier business. Donc ça, c'est la définition du Gartner par rapport à la data literacy. Une fois qu'on aurait défini ça, un des leviers importants qu'on souhaite partager avec vous, c'est pourquoi il est important de démocratiser l'utilisation de la donnée au sein de vos entreprises et finalement que chaque membre de votre entreprise soit data literate. 3 chiffres qu'on a sélectionnés voilà, qui montrent cette importance-là. Le premier, c'est que plus de la moitié des dirigeants estiment en fait que la capacité à analyser les données améliore la prise de décision. On remarque également, selon des études, que la productivité au sein des entreprises s'améliore quand on est en une entreprise data-driven. On gagne entre 5 et 6% de productivité. Un dernier levier qui est important également, c'est que 65% de la population mondiale est visuelle, donc il est vraiment primordial de bien représenter la donnée et de faciliter son analyse et son interprétation. Et ça, c'est un des fondements de la data literacy. Donc, pour pouvoir mettre en place la data literacy et être data literate, il faut travailler sur 2 grands axes. Un premier axe, c'est respecter la donnée. Respecter la donnée, donc, c'est savoir reconnaître son importance, sa valeur, enlever toute suspicion par rapport à l'utilité d'utiliser des données, etc., qu'on rencontre lors de nos interventions au sein des entreprises. Qu'on cherche aussi à toujours, on a le souci de chercher de nouvelles données, de nouvelles sources de données, de combiner les données de manière à créer des indicateurs qui vont permettre de résoudre nos problématiques business et surtout, et également aussi mettre les bonnes pratiques pour protéger et pour améliorer la qualité de ces données-là. Un deuxième levier, c'est suspecter la donnée. Suspecter la donnée, quand on est data literate, c'est connaître en fait les biais et les erreurs dans les analyses. C'est également connaître les problèmes de qualité de données et être conscient de ces problèmes-là et essayer de les résoudre et être vigilant quant à l'utilisation de la donnée parce que parfois, quand on reçoit des communications de données, certains essaient de nous manipuler et on va citer 2 ou 3 exemples en ce sens. Être data literate, c'est être attentif à la donnée qui nous entoure, bien l'utiliser pour prendre de meilleures décisions au sein de l'entreprise. Une fois qu'on aurait dit ça, la question suivante est finalement, qu'est-ce que la donnée? C'est quoi les concepts fondamentaux de la donnée? Donc, je laisse la parole à Selima qui va présenter cette partie. Merci, Midan. Donc, si on revient au point de départ, qu'est-ce que c'est la donnée? Finalement, quel est cet élément sur lequel on met beaucoup d'importance de plus en plus de nos jours et sur lesquels s'appuient les décisions d'entreprise, les décisions d'un pays, les décisions mondiales. Et je vous montrerai un exemple intéressant par la suite. Une donnée, c'est un élément brut qui doit être interprété. Donc, c'est un élément brut tel qu'un chiffre, un objet, un fait. Et derrière,
il faut le mettre en contexte, il faut l'analyser, et il faut pouvoir le comprendre pour pouvoir mettre en place un système de décision et un système d'interprétation intéressant pour pouvoir en sortir de la valeur. Donc, pour cela, il y a 5 grands axes, et il n'y a pas que cela à travailler pour pouvoir derrière assurer une mise en valeur des données, et qui sont en lien avec la data visualisation et la gouvernance de données, et sur lesquels nous allons faire un focus aujourd'hui. Tout d'abord, les sujets autour du data management qui sont de cartographier les données, c'est-à-dire de pouvoir lister les données, de les comprendre, de les maîtriser, de comprendre leur cycle de vie. Ensuite, la gouvernance de données qui est derrière créer une organisation et pouvoir animer une communauté autour de ces données-là pour mettre au centre de l'entreprise la donnée. La qualité de données qui est malheureusement pas négligée, mais qui est indispensable dans la gestion des données. Et on a toute la partie autour de la compréhension et la data literacy, l'analyse et la visualisation de la donnée. Et finalement, mais un point très important, l'acculturation et créer une culture, ce qu'on appelle une culture data. Donc aujourd'hui, on va faire un zoom sur ces éléments-là et vous donner nos convictions autour de ces axes à travailler pour créer une démocratisation et améliorer la démocratisation des données dans vos entreprises. Donc tout d'abord, la partie de comment maîtriser, gouverner et assurer la qualité de données. Je vais commencer par un fait qui est arrivé ces derniers jours, un article sur lequel on est tombé qui nous impacte tous et qui nous touche tous. Et que d'après la santé publique, a priori, le nombre de cas de le nombre de cas de Covid a été surestimé de plus de 12%. Un chiffre important, un impact important, parce que finalement, il y a toute la prise de décision et l'impact qui est envoyé, partagé dans les médias, partagé dans les réseaux sociaux, partagé au public, et qui finalement repose sur des chiffres qui sont erronés, un problème de qualité de données qui a fait que derrière ces publications et ce partage d'informations a été erroné pendant des mois. Je vous rassure, on aurait quand même dû, même avec moins 12% des cas de surestimés, on serait quand même parti en confinement. Mais là derrière, on amplifie les valeurs et tout ça, ça vient d'un problème de qualité de données. Donc, les causes de qualité de données peuvent être multiples. Ça peut être des erreurs humaines, tout simplement quand on renseigne une donnée, quand on renseigne une donnée manuellement ou dans un site, il peut y avoir des erreurs humaines, mais c'est de moins en moins le cas parce que même grâce à la digitalisation, on crée beaucoup de standardisation dans les formulaires. Donc, l'erreur humaine est de plus en plus maîtrisée. On peut avoir l'absence de règles et de politiques claires, c'est-à-dire qu'on ne définit pas les règles de qualité de données au niveau du SI que l'on implémente, au niveau des données qu'on instancie. Un manque de contrôle implémenté, donc non seulement les règles ne sont pas créées, mais elles ne sont pas instanciées et implémentées dans le SI. Une défaillance technique, parce que ça peut exister. Donc derrière, il y a un besoin de contrôle et de monitoring très, très fort. Et finalement, on peut avoir aussi un manque d'intégrité, de cohérence sur l'écosystème global. Donc, on peut avoir des contrôles qui sont définis à un niveau d'un système, mais qui sont incohérents avec d'autres systèmes-là. Donc, plusieurs types de cas de mauvaise qualité qui poussent à initier une gouvernance de données pour initier le contrôle et avoir un contrôle continu de la qualité des données que l'on gère au niveau de toute l'entreprise. Pour pouvoir y arriver, pour instancier cette gouvernance de données et maîtriser la qualité de vos données, 3 grands axes à travailler. Le quoi, le qui et le comment. Le quoi, en allant plus loin dans la définition de la donnée. Qu'est-ce qu'on gère? Quel est le capital de données qu'on a dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information et qu'est-ce que l'on peut créer comme information? Derrière aussi, pouvoir définir les règles de qualité, etc. Le qui, c'est autour des rôles et des responsabilités. Et le comment, c'est tous les process que l'on peut mettre en place. Donc, pour entrer un peu plus dans le détail, si on va sur le quoi,
l'idée, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on crée une vision 360 de la donnée, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre la donnée sur l'ensemble de ces facettes-là. Donc, on peut avoir des informations métiers qui sont des informations fonctionnelles qui décrivent la donnée. Si on revient sur la donnée des précipitations, l'idée, c'est d'avoir l'information sur qu'est-ce que c'est cet indicateur-là, cette donnée-là qui est définie, et derrière aussi comment il est créé. Donc, fonctionnellement parlant, quelle est l'information qui permet de générer cette donnée-là. Ensuite, il y a toute la partie qualité de données que je mentionnais pour être sûr que l'on structure l'information et la mesure et le contrôle des données que l'on a cartographiées. Donc, avoir toutes les règles métiers que l'on peut mettre en place pour contrôler et monitorer la qualité de données. Et toute la partie règles et normes que l'on peut mettre en place, encore une fois, pour structurer et maîtriser l'information que l'on va propager. La deuxième facette qui est très importante est la partie technique. Donc, une donnée théorique n'a pas de sens, n'est pas réelle tant qu'elle n'est pas instanciée dans notre récit. L'information technique, pouvoir cartographier l'information technique et lister, donner plus de détails sur l'information technique, où est-ce qu'on la retrouve dans le SI de l'entreprise, comment elle est instanciée, quel type de données on peut avoir. Aussi, toute la partie qualité de données qu'on appelle le profiling de données, qui est des règles de qualité standards que l'on met en place, telles que la complétude, la cohérence, etc. Il y a un certain nombre de règles qui sont standards, qui sont applicables à l'ensemble des données. Et finalement, la partie information opérationnelle, qui est la troisième facette autour des données et qui permet de donner des informations autour de l'opérationnalisation de la donnée, par exemple comme le linéage de données, la traçabilité de la donnée de l'entreprise qui devient primordiale et qui permet d'avoir une vision sur la cohérence de la donnée, le chemin, en regardant le chemin qu'elle parcourt dans le SI et quelles sont les données qu'il utilise et quelles sont les personnes qui la consomment derrière, et pouvoir contrôler derrière tout ce qui est usage, la sécuriser aussi, le GDPR par exemple, la GDPR qui s'appuie beaucoup sur la notion de traçabilité de la donnée. Donc tous ces éléments-là qui nous permettent d'avoir cette vision 360 et qui améliorent la confiance en la donnée. Je vous donne un chiffre qui est ahurissant, qui a été mené par le Gartner, une étude qui a été menée par le Gartner. Sur les entreprises qui ont été sollicitées, uniquement 33% font confiance à leurs données. Et tout ça parce qu'ils ne connaissent pas leurs données et derrière, ils n'ont pas une visibilité sur cette vue 360 qui leur permettra d'être sûrs et garantir la qualité de leur information. Le deuxième point sur lequel la gouvernance s'appuie est le qui. Donc des rôles. L'idée, c'est de mettre en place des rôles, mais surtout des responsabilités autour de la donnée. Parce que définir des rôles, c'est bien beau. C'est donner un nom à un type de personne, à un type de rôle qu'on peut avoir. Mais derrière, le plus important, c'est la responsabilisation. Et cela permet d'avoir une personne qui est garante de la donnée et qui derrière va avoir des actions à mener pour être sûr que la donnée et les responsabilités qui lui sont associées sont faites, mais aussi d'avoir quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer et qu'on peut contacter s'il y a des questions, s'il y a une demande d'accès, s'il y a des demandes et des requêtes autour de la donnée. Donc, il y a plusieurs types de rôles qui sont possibles de mettre en place. C'est que le Chief Data Officer, le CDO, qui devient de plus en plus un rôle indispensable dans les entreprises et qui est instancé de plus en plus. On va avoir le Data Owner, qui est le référent métier des données sur son périmètre de données. On va avoir le Data Steward, qui est côté IT et qui est côté métier, pour créer et coordonner les actions autour du périmètre de données qui lui sont affectées. On va avoir les IT Custodians. IT Custodian, c'est les responsables d'un système applicatif, donc côté IT, donc des rôles métier et IT qui travaillent ensemble. Et il y a plusieurs types de rôles qui peuvent être créés aussi. Donc, j'y reviendrai, mais les rôles qui sont à mettre en place, il y a des rôles standards, mais il n'y a pas de rôle
type à appliquer ou une gouvernance type à appliquer. Donc, avoir en fonction de l'entreprise, en fonction du type d'organisation qui est en place et quels sont les types de rôles qui pourraient être intéressants à mettre en place autour des données. Ensuite, le comment. Donc, le comment, c'est tout ce qui est autour de l'organisation, du modèle d'organisation et des process que l'on peut mettre en place pour structurer l'utilisation de la donnée et l'organisation autour de la donnée. Donc, il y a plusieurs types de modèles possibles. Encore une fois, tous ces modèles-là, centralisés, décentralisés, fédérés, trois grands types, mais il y a de plus en plus de nouveaux types qui sont beaucoup plus spécifiques à des produits. Quand on parle de data mesh, quand on parle d'organisation qui sont liées aux nouvelles plateformes data qui sont mises en place et qui sont spécifiques à certains systèmes et qui sont dédiés et adaptés en fonction des systèmes que l'on met en place avec une gouvernance globale et derrière des gouvernances plus dédiées à des applicatifs qui sont centraux à la data. Donc, des modèles possibles, mais les modèles ne sont pas uniques. Donc, comme je le disais, que ce soit les rôles ou les organisations ou les process, rien n'est figé. Un point important, c'est que la mise en place et la définition de la gouvernance de données doit se faire en fonction du type de l'entreprise, de sa taille, de sa maturité, de son ambition. Et c'est un processus qui se fait sur une certaine période pour être sûr que l'on met en place quelque chose qui n'est pas disruptif par rapport à l'entreprise et ne pas avoir une discontinuité de l'utilisation de la donnée. Et ensuite, le modèle n'est pas figé, il faut être agile. De plus en plus, on se rend compte que les modèles qu'on propose doivent s'adapter en fonction de l'évolution de l'acculturation à la data. Finalement, un point important, c'est tous ces éléments-là vont nous permettre de mettre en place un modèle opérationnel d'entreprise. C'est sur le mot entreprise que je voudrais mettre le focus parce que la donnée, on l'a vu avec les facettes, fait travailler ensemble le métier et l'IT. Donc, on parle vraiment de modèle d'entreprise qui unifie le travail de l'IT et du métier, deux acteurs majeurs qui permettent d'alimenter et de donner cette vision 360 de la donnée et donner une organisation complète autour de la donnée. Je vais laisser la main à Nidal pour la suite et continuer sur les axes de l'analytics et de la visualisation et de la culturation data. Merci Célima pour cette partie contextualisée très intéressante. Donc, un des leviers très importants de la data literacy, c'est l'analyse, savoir la compétence de bien analyser les données et bien les visualiser. Donc, un petit rappel de ce que c'est être data literate. Être data literate, c'est savoir analyser et représenter la donnée, savoir et être vigilant savoir la suspecter et être vigilant quant à l'utilisation de cette donnée. Pour pouvoir analyser et représenter la donnée, il y a plusieurs types d'analyse de données. Donc, à chaque analyse, son ambition. Célima. Donc, à chaque analyse, on a son ambition. Donc, on part de l'analyse descriptive simple qui va prendre, en fait, qui va décrire ce qui s'est passé, combien, quand, où, et qui va permettre de restituer les données via des reporting ou du self-service BI, jusqu'à l'analyse cognitive en passant par le prédictif, le prescriptif. En termes de restitution, en termes de questions, les questions évoluent. Non, si tu veux, les questions évoluent du coup du pourquoi jusqu'à qu'est-ce que je ne sais pas encore, quel type de questions il faut que je me pose, et les rôles aussi dans cette analyse du data visualizer jusqu'au data scientist qui va appliquer des méthodes et des méthodes de modélisation statistique prédictive de causalité. À la fin de chaque analyse, il y a une représentation, il y a une restitution de données, d'où l'importance de bien visualiser cette donnée-là. Pour pouvoir bien visualiser les données, on se pose plusieurs questions. On vous a sélectionné 4 grandes questions. La première question, c'est comment choisir le bon graphe pour la bonne donnée. Est-ce que je suis en train de faire des comparaisons? Est-ce que je souhaite mettre en évidence des relations, de la distribution? Une fois que je me pose ce premier niveau de question, est-ce que j'ai des évolutions dans le temps
ou pas? Est-ce que j'ai des valeurs discrètes ou des valeurs continues? Et une fois que je me pose ces questions-là, je sélectionne le graphe adéquat qui va répondre au message. En tant que data visualiseur, généralement, on essaie de un ou plusieurs, en fait, un ou plusieurs graphiques, et puis voir qu'est-ce qui répond au mieux aux besoins. Un élément aussi important, toujours dans ce choix de graphique, c'est pouvoir mettre en application les règles du visual literacy ou du design de dashboard pour pouvoir, en fait, au moment où on restitue la donnée, la restituer d'une manière à ce que l'œil humain puisse l'interpréter d'une manière très rapide et très pertinente. Je vous donne deux exemples, ou deux ou trois exemples. Un bar chart doit être systématiquement trié pour qu'on puisse détecter rapidement les plus grosses valeurs, les valeurs négatives, les valeurs les plus faibles valeurs. Il faut éviter de mettre trop de barres. Généralement, on préconise de regrouper la 9e barre et créer une barre autre. Pour les barres camembert, donuts, donc il faut éviter également de mettre plusieurs angles parce que multiplier les angles, l'œil ne va pas percevoir la différence entre un angle et un autre. Et une des erreurs qu'on voit souvent quand on intervient en entreprise, c'est les graphiques 3D. La 3D perturbe la visualisation et n'amène aucune information utile à notre utilisateur. Donc, la première question, comment choisir le bon graphe et comment le restituer selon les règles du visual literacy. Deuxième question, c'est comment choisir le bon graphe pour le bon niveau de précision. Deux graphes, comme c'est montré dans l'exemple, peuvent restituer la même information. Le profit par pays, on peut le représenter par un bar chart ou par une carto. Si on a besoin d'éléments de précision, si on a besoin de visualiser rapidement quel pays a réalisé le plus grand bénéfice ou quels sont les pays qui ont enregistré des bénéfices négatifs, à ce moment-là, on sait que le bar chart sera l'outil, un graphique beaucoup plus pertinent et facile d'utilisation. Troisième question qu'on se pose, c'est quel élément pour notre représentation. Chaque élément peut être interprété d'une manière différente et peut apporter un message différent. Donc, on travaille sur les éléments de position, sur la forme, sur la taille de la représentation, sur les couleurs. Les couleurs peuvent en elles-mêmes donner une information sur la taille, sur le nombre d'un membre, etc. L'épaisseur des traits et les types de lignes dans notre représentation. Et finalement, la troisième question, le troisième élément à prendre en compte, c'est comment organiser nos éléments de visualisation. Comment les organiser dans un même graphique. Exemple, sur l'exemple qu'on vous cite, le bar chart, on le trie. Comment les organiser dans une vue. Donc, il faut que ça soit aligné, que les échelles soient alignées, qu'on utilise des codes couleurs partagés par les mêmes graphiques si on véhicule la même information. Tous ces éléments-là vont faciliter l'utilisation de vos dashboards, que ce soit par un décideur qui va lire le dashboard ou le reporting ou la visualisation en 30 secondes, que ce soit pour quelqu'un qui va prendre le temps de faire du drill down, de l'analyse. Il a les éléments de lecture et qui facilitent en fait la lecture et l'interprétation de la donnée. On vient de vous présenter comment visualiser la donnée, quel type d'analyse faire. Un des éléments importants également, c'est de savoir être vigilant et bien interpréter la donnée. Savoir représenter la donnée, c'est quelque chose, mais être vigilant à son interprétation, aux visualisations trompeuses, aux biais d'interprétation, qu'ils soient d'analyse, qu'ils soient d'analyse critique, c'est un levier très important et dans la data literacy. Un exemple qui m'a frappé à titre personnel, c'est qu'en 2013, Tim Cook qui nous présentait les ventes d'iPhone. Ce qu'on voyait, en fait, il nous a affiché ce graphique-là des ventes de 2008 jusqu'à 2013. Et on voit que les ventes d'iPhone s'améliorent au cours du temps. Mais en réalité, c'est une visualisation trompeuse. Donc, je vous pose, si tu peux revenir, Célima, si on pose la question, pourquoi, selon vous, c'est une visualisation trompeuse? Si vous pouvez écrire pourquoi on peut estimer que c'est une visualisation trompeuse. Je vous donne 10-15 secondes.
Si quelqu'un veut prendre la parole, vous pouvez aussi. Guillaume et Daniel disent que c'est des ventes cumulées, a dit également Lénaïque. Valeur par axe qui n'est pas précise. Des ventes cumulées. Oui, très bien. Donc oui, tu peux afficher la suite. En effet, en fait, restituer cette donne-là, bien que le titre dit que c'est des ventes cumulatives, on aura un biais d'interprétation pour savoir est-ce que réellement les ventes se sont améliorées avec le temps ou pas. Mais quand on regarde, on ramène les chiffres au quarter, on remarque que les ventes de l'iPhone à l'époque oscillaient. Il y a des quarters où on vendait plus, il y a des quarters où on avait plus de baisse. Voilà. Donc, qui n'a pas d'échelle, qui a d'autres éléments manquants, en effet. Donc, voilà, ça, c'est un type de visualisation. Quand on vous le restitue comme ça, on peut interpréter rapidement que les ventes de l'iPhone s'améliorent avec le temps, alors que la réalité, c'est que ça oscille aussi dans le temps. Un deuxième exemple qu'on souhaite vous présenter, c'est une visualisation qu'on appelle trompeuse, quand on va présenter la nette croissance des ventes. À première vue, quand on va regarder ces graphiques, ces ventes par année de 2015 à 2020, ben on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'évolution d'une année à l'autre et on est content. Si on rajoute l'échelle, donc on va voir que finalement, les ventes étaient de 8,3 en 2015 et de 8,8 2008. Donc, il y a peut-être pas finalement une si grande évolution. Et quand on ramène à l'échelle, visiblement, on va voir que l'évolution est vraiment minime de 2015 à 2020. Donc voilà, restituer le premier graphe quand on va lire rapidement le reporting ou le PowerPoint qui nous est envoyé, on va rapidement interpréter mal ces données-là. C'est pour ça qu'il faut être vigilant à ce type de visualisation trompeuse. Vu que le temps nous presse, on ne vous a pas mis tous les erreurs et biais. Il y a plusieurs erreurs et biais en fait, dans l'analyse, comme une des erreurs et biais classiques, c'est le biais de l'interprétation, de l'analyse critique. On peut y revenir sur la question dans la phase question-réponse si vous avez envie. Donc, ce qu'on vient de vous présenter jusqu'à maintenant, c'est pourquoi la data literacy, c'est quoi la donnée, comment gouverner et être vigilant à la qualité de données, comment analyser et restituer ces données-là et éviter les pièges. Et on souhaite finir ce webinaire par la partie acculturation. Donc, un des leviers importants dans la mise en place de la data literacy, c'est comment mettre en place une culture data. Déjà, pourquoi parler de culture data? L'acculturation à la data au sein de vos entreprises et au sein et chez vos collaborateurs, c'est vraiment le premier pas vers une transformation data de l'entreprise pour rendre l'entreprise une entreprise data-driven. Développer en fait cette culture va basculer des manières de faire, des manières d'analyse, des manières d'interpréter et de prendre des décisions. Donc, ce cycle va créer un changement culturel et un changement de mindset au sein de l'entreprise. Pour pouvoir en fait réaliser cette culture ou mettre en place cette acculturation au sein de l'entreprise, moi je prends le sujet comme à l'image d'un iceberg en fait. Il y a une partie qui est visible, qui se modifie assez rapidement, une partie qui est vraiment plus profonde, qui est difficile à évoluer, à faire évoluer. Donc promouvoir cette data literacy au sein de vos organisations commence par la culture. Les organisations, en fait, ils doivent établir des cultures qui encouragent l'utilisation des données avec un fort soutien à l'utilisation des éléments factuels dans la prise de décision. Donc, on revient à ce sujet où, quand on prend des décisions
avec la donnée, on est plus impactant, on prend les décisions sur des éléments factuels. Et pour mettre en place, en fait, pour mettre en place ces pratiques-là, il faut travailler sur les parties visibles de l'iceberg, à savoir les rôles et organisations. Comment en fait mettre les bons rôles, comment créer des communautés pour parler de data littératie, pour parler de data d'une manière générale, comment essayer de souffler ces changements de comportement et d'interaction entre les différents collaborateurs au sein de l'entreprise. Mais la partie difficile et cachée de l'iceberg, c'est vraiment toutes les structures inconscientes sur lesquelles on s'est habitué depuis des années à ne pas utiliser les données dans notre apprentissage, dans notre prise de décision, donc à changer ces structures inconscientes, de changer l'état d'esprit, de mettre la donnée comme valeur sûre au sein de l'entreprise. Pourquoi ce qu'on vient de vous expliquer, donc c'est pourquoi il est important de mettre en place une culture data au sein de l'entreprise, et on souhaite vous partager rapidement le chemin pour y arriver. Donc, on vous partage là notre conviction, par où commencer. On décèle 7 étapes en fait pour mettre en place la data littératie. Déjà, définir une vision et fédérer les personnes autour de cette vision. Donc, il est primordial de commencer par le why et planifier la mise en place de cette data littératie et data culture au sein de l'entreprise. Communiquer, bien communiquer, insister sur la communication et le pourquoi de cette mise en place de cette data littératie. Évaluer vos compétences actuelles. Est-ce que les personnes quel est leur niveau par rapport à la donnée? Est-ce qu'ils savent l'utiliser? Est-ce qu'ils savent moins? Quel type de formation ils ont besoin pour monter en compétences? Former vos collaborateurs à la data littératie et à la data d'une manière générale et aux différentes briques de data. Développer et entretenir ces communautés. Il est vraiment important de créer des communautés autour de technologies, autour de thématiques, data visualisation, data science, data gouvernance, ou plutôt autour de technologies Microsoft, Azure, etc., Power BI ou AWS, ou j'en sais rien, et créer ces communautés autour de ces technologies-là. Fournir accès aux données, à donner la possibilité à vos collaborateurs d'accéder à ces données et d'utiliser les ressources techniques dont vous êtes en possession pour tester des nouvelles choses, et bien sûr suivre l'évolution au sein de l'entreprise de l'adoption de la data littératie, mesurer et éventuellement répéter les communications, la roadmap, la vision. Ça, c'est les éléments et notre conviction pour mettre en place la data littératie. Et un dernier conseil, une dernière conviction, c'est qu'il faut commencer petit, puis passer à l'échelle. Il faut commencer petit par inclure la culture de la donnée dans vos recrutements, dans vos programmes d'intégration de nouvelles personnes au sein de l'entreprise. Rafraîchir des discussions sur la data littératie à fréquence, peut-être chaque 6 mois, créer des sessions autour du sujet et encourager vos collaborateurs à faire des talks ou à faire des présentations pour l'entreprise autour de ces sujets-là. Maintenir une communication transparente sur votre programme de mise en place de culture data et de data littératie au sein de votre entreprise, et rester au courant des nouvelles tendances technologiques. On vit dans un monde où les nouvelles technologies, les nouvelles tendances apparaissent très rapidement, et du jour au lendemain, une technologie qui vient de naître devient sur les bouches de tout le monde. Donc, soyez vigilants et soyez aussi surtout au courant de ces nouvelles technologies. Commencez petit et puis passer à l'échelle. Un des leviers importants, c'est la formation. Donc, je passe la parole à Estelle, qui va vous parler de quelques formations qu'on dispense au sein d'Octo Academy et qui reprennent en grande partie ce qu'on vient de vous énoncer aujourd'hui.
Merci Nidal, merci Selima. Effectivement, je vais être très rapide parce que j'aimerais qu'on laisse suffisamment de temps pour les questions. Mais en tout cas, comme le disait très bien Selima et Nidal, chez Octo et surtout chez Octo Academy, on a à cœur de partager l'expertise de nos consultants, comme viennent de le faire Selima et Nidal. Et donc, nous développons avec eux des formations pour justement vous accompagner dans la compréhension de la donnée, de la data. Et c'est pour ça qu'on a créé 3 formations. Enfin, il y en a d'autres, mais on fait un focus sur ces 3 prochaines qui sont les fondamentaux de la data literacy. La prochaine session est d'ailleurs les 16 et 17 juin, mais également sur la data visualisation ou sur la révolution data qui permettent d'aider et de s'orienter sur comment comprendre la data. Ce que je vous propose, c'est d'ores et déjà de poser vos questions pour que vous ayez suffisamment de temps. Et s'il y a déjà eu des questions, je crois une question dans le chat, si des personnes veulent prendre la parole, surtout n'hésitez pas. Je vais me permettre du coup de reprendre la question qui avait été posée par Guillaume, qui était que c'était au niveau de la slide sur les différents rôles. La question était, chaque entreprise a ses propres définitions des rôles et peuvent parfois déjà exister. Du coup, lorsque ces définitions que vous nous avez présentées ne correspondent pas, comment vous adaptez-vous? Passez-vous toujours par une redéfinition des rôles avec vos clients? Oui, je prends la question. Effectivement, comme vous le mentionnez, les rôles diffèrent en fonction des entreprises. Et arriver avec des rôles déjà prédéfinis qu'on essaie de mettre en place et de faire rentrer dans le cadre, cela ne fonctionne pas. Donc, l'idée, la méthodologie qu'on met en place, c'est qu'on arrive avec un framework, c'est-à-dire avec une liste de rôles standards et qui peuvent être mis en place, et un travail qui est fait en chambre avec les acteurs de la data qui sont en place pour définir une première liste de rôles. Et je dis une première liste de rôles parce que, comme le disait Nidal, c'est important d'itérer, c'est important de commencer petit et de faire une proposition et puis de faire évoluer. La gouvernance ne peut pas rester figée. On a vu plusieurs entreprises, plusieurs clients qui malheureusement, leurs initiatives de gouvernance de données n'ont pas réussi parce qu'ils ont essayé de faire rentrer ces rôles et de créer des responsabilités qui n'étaient pas en continuité et en adhésion avec les personnes. Donc, proposer une première liste de rôles, tester et derrière réaligner avec les retours et les feedbacks, donc les avis des personnes concernées et réitérer ensuite, c'est important. Donc, les premières itérations sont majeures et par la suite, on voit que continuellement, plus on avance, plus on agrandit, on met à l'échelle, plus on se rend compte que les rôles se stabilisent et réussissent à être implémentés. Donc, effectivement, les rôles et les responsabilités diffèrent en fonction de l'entreprise. Ok, parfait. Merci beaucoup, c'est clair. D'autres questions, Estelle? Je n'ai pas vu d'autres questions dans le chat. Si vous souhaitez poser vos questions, vous n'hésitez pas à prendre la parole et quitte à allumer aussi vos vidéos. Je vois qu'il y a un nouveau message. Non, là c'est pour le sondage. Est-ce que d'autres questions sont soulevées? Vous pouvez partager vos points de vue aussi au-delà des questions. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on vous a présenté? Est-ce que vous avez un point de vue un peu différent? Donc, n'hésitez pas. Moi, je vais peut-être me permettre de poser une question s'il n'y en a pas, ou alors quelqu'un a pris la parole peut-être. Pardon. Non, c'était bon. C'était toi. Non, je voulais revenir sur la slide où il y avait cette notion de mauvaise qualité de la donnée. Et il y avait justement à un moment donné le fait d'utiliser des process. Est-ce que du coup, vous conseillez à vos clients de formaliser les process par rapport à l'utilisation et le management de la donnée? Complètement. Complètement, parce que déjà formaliser, c'est aussi documenter et partager, ce qui est en lien avec la cartographie de données, donc pouvoir recueillir les avis et que les personnes soient conscientes du process, et ça permet de créer l'acculturation et de propager les notions et les standards de la gouvernance de données. Mais ensuite,
Cela permet aussi de s'assurer que les personnes sont d'accord avec le process et qu'ils savent sur les étapes qu'il leur reste à mettre en place en fonction des éléments. De plus en plus, ces process sont directement documentés dans le catalogue de données qu'on met en place. Donc, les outils de catalogue de données permettent de visualiser les process parce qu'on intègre également ces process dans le catalogue de données, donc l'outil central de la gouvernance de données. Il y en a d'autres, bien sûr, mais toute la partie cartographie s'intègre dans cet outil qui s'appelle catalogue de données ou bien business glossary. Enfin, les noms aussi différents en fonction des entreprises, mais l'idée, c'est d'avoir une liste, un dictionnaire de données. Et derrière, on instancie et on intègre ces processus pour qu'ils fassent vivre l'organisation qui est mise en place et le modèle opérationnel qui est mis en place autour d'un outil. Donc, ces processus-là derrière, on peut même les visualiser dans ces outils-là. Merci Selima. Je vois qu'il y a une autre question dans le chat. Je vais du coup vous poser. Existe-t-il des outils out of the box pour contrôler et améliorer la qualité des données? Oui, il y a des outils de qualité de données qui permettent de non seulement faire dans un premier temps ce que j'appelais tout à l'heure le profiling. Donc, c'est de lancer et de manière out of the box, c'est-à-dire que ce sont des règles standards de qualité de données qui sont plus techniques par rapport aux règles métiers qu'on peut définir de qualité de données. Donc, on a ces règles de profiling qui sont déclenchables et que l'on peut mesurer rapidement, tel que ce que mentionnait la complétude, la typologie de données, la cohérence des données, la standardisation des données, les standards de données et les types modèles de données qu'on peut avoir. Donc ça, c'est des règles qui sont applicables à tous les niveaux de données. Et ensuite, bien sûr, il faut instancier des règles qui sont spécifiques aux données, qui sont ce qu'on appelle les règles métiers de données. Cela peut être aussi des règles techniques, mais spécifiques à un certain nombre de données qui sont derrière instanciables et implémentables avec ces outils-là. On a des outils tels que Informatica, Talend, il y a une multitude d'outils possibles et utilisables. Et beaucoup d'outils maintenant commencent à intégrer l'IA dans la qualité de données pour pouvoir proposer des règles de données ou proposer des façons de corriger la donnée derrière. Je précise également, c'est que également on travaille avec nos équipes Selima et mon équipe, en fait l'équipe des Selima et la mienne, travaillons sur des outils plus qu'on va construire nous, en fait, avec éventuellement des partenaires éditeurs sur les outils. Mais voilà, on construit nous notre propre outil de qualité de données et rester visualiser ces qualités de données. Ça, c'est un des leviers qu'on fait en R&D chez Octo. Voilà. Merci à tous les deux. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour prendre peut-être une dernière, voire une avant-dernière question, parce que je vois qu'il est déjà 10h03. J'espère que j'ai bien répondu aux questions. C'est des questions complémentaires. Je ne sais pas si… Alors, je vais peut-être mal prononcer votre nom. Je suis désolée si j'écorche votre nom. C'est Jacek qui avait posé la question. Est-ce que Selima a bien répondu à votre question? Si vous êtes encore là. Super. Oui, merci. Merci à vous. Rapidement, je reviens sur ce que mentionnait Nidal. C'est en fait, on travaille beaucoup avec la visualisation de données et la qualité de données de plus en plus parce que, comme on disait, c'est bien beau de calculer la qualité de données, mais si on ne la propage pas pour améliorer la confiance en la donnée et créer cette acculturation de la démocratisation, ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup misé ces derniers mois sur cette double combinaison, cette combinaison d'expertise autour de la visualisation de la qualité de données en mettant en place des dashboards qui permettent de mieux monitorer et créer plus de partage de ces informations-là.
Donc, encore dans les sujets de data literacy et dans les convictions qu'on porte auprès de nos clients. La culture et la data literacy est un élément clé. Aujourd'hui, on ne va pas traiter la data vis comme juste du reporting et afficher des données ou la data gouv ou la data quality quand mettre des outils. C'est vraiment dans un souci de changement culturel pour vos collaborateurs. Parce que ce qu'on a constaté les dernières années, c'est que les gens commencent à découvrir des outils plus ou moins pertinents dans les meilleurs. Et puis, ils veulent faire des POC, restituer les données. Mais s'il n'y a pas un accompagnement pour mettre en place les bonnes pratiques, pour changer de mindset, pour éviter les biais d'interprétation et d'analyse, ça n'apporte pas la valeur attendue. Donc, et d'ailleurs, les principaux éditeurs de DataVis ou d'autres font de la data literacy un sujet important, en fait. Quand on voit Tableau, Click ou d'autres, ils font l'élément data literacy est un élément clé dans le discours. Ils intègrent de plus en plus la partie cataloguing et gouvernance de données pour compléter cette vision globale de data literacy et être vraiment un point central dans la compréhension de données de l'entreprise. C'est très clair. Merci beaucoup à tous les deux. Je vois qu'il est déjà 10h06. Je vois que Marie Cuesta dit je confirme. Donc, effectivement, c'était très clair. Merci encore une fois à tous les deux. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce Live Academy. Comme je le disais tout à l'heure, vous recevrez bien évidemment le CR prochainement et le replay prochainement. Nous vous souhaitons une excellente journée et à très bientôt.